Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nice. On termine la semaine sous la pluie, mais à la 5e place, avec l'OGC Nice qui rapporte un courageux, décevant. Vous choisirez le mot et on choisira notre appréciation de ce de partout au Vélodrome. Point positif, l'OGC Nice n'a pas perdu face à Marseille cette saison et a remporté son premier point après avoir été mené au score. Mine de rien, ça compte après 30 journées. Point négatif, voilà, deux visages encore pour un OGC Nice qui n'a pas su tuer son adversaire et son rival, notamment en place européenne. Alors, t'es à 11 contre 10. Bon, bref, on va décortiquer un peu ce match. Une émission un peu décousue. On a dû la reporter. Il y a bientôt l'émission dimanche pour la prochaine rencontre face à Strasbourg. Du coup, voilà, on va faire l'essentiel. On va parler un peu du match parce que ça nous fait plaisir. Ça me fait plaisir tout d'abord de retrouver Alric. Salut Alric, comment ça va ? Salut Sky, salut à tous. Écoute, pour moi, le mot sera frustration, mais bon, c'est habituel avec l'OGC Nice. Ouais, très frustrant ce résultat à Marseille. Je suis pas du tout de la team on aurait signé pour ça avant, non, parce qu'en fait, le contenu du match m'a fait espérer des choses, mais on en parlera tranquillement. Ok, allez, une sale ambiance de merde collée directement par Alric. On va essayer de... Jérémy, bonjour. Essaye de sauver cette ambiance glaciale qui vient de s'installer dans l'émission. Si je dois sauver l'ambiance, ça va être dur. Non, mais écoute. Super, ça va tomber sur moi, les gars. Vraiment, ça va être moi l'optimiste du lot. Personne n'y croit. Non, salut à tous, on est là. Hein. Je suis pas particulièrement frustré par ce match. Oui, il y a des points de frustration, mais bon, j'ai éteint la télé puis je suis allé me coucher après, quoi. C'était pas trop. Ouais, c'est la 30e journée, on a l'habitude, quoi, aussi, à force. Voilà, c'est ça. Je le disais, du coup, 30 journées, il n'en reste plus que 4. Ça y est, le final countdown va commencer. L'OGC Nice est... Voilà, bref, Europe, quoi. L'OGC Nice est bien calé à la 5e place avec 48 points, 2 points d'avance sur Lens, le 6e, et désormais 6 points d'avance sur Rennes, 7e. Premier pour l'instant non européen, et si le Paris Saint-Germain, vous le rappelle, venait à gagner la Coupe de France, c'est même 7 points d'avance sur l'adversaire de la semaine des Niçois, l'Olympique de Marseille. Donc bon, une bonne affaire. On n'a pas dit que devant, on avait manqué le coche de se rapprocher de Lille qui est à 4 points. C'était pas jouable, mais quand même, ça commence à se distancer pour la Ligue des Champions. On n'espérait plus trop, on va pas se mentir. Mais avant de faire un point classement, parlons un peu du match. Tout a déjà été dit sur les réseaux, dans les autres émissions, tout ça, mais on va y apporter un peu notre grain de sel. Et puis bon, par souci de complétude de faire une émission par match cette saison. Messieurs, vous le disiez, un peu frustré, il y avait mieux, tout ça. Et pourtant, ça avait plutôt bien commencé pour l'OGC Nice. L'ouverture du score de Terem Moffi. Alors, Terem Moffi, est-ce que c'est l'homme des grands matchs, du coup, qui marque toujours, alors cette fois malheureusement pas par deux, mais les buts dans les matchs importants, ou un peu aussi un incroyable château, parce que moi je suis désolé, je suis de mauvais esprit, et je sais très bien qu'il me fera la remarque déjà sur X dans les prochains jours. Mais franchement, en fait, il récupère le ballon parce qu'il vient s'empaler sur son coéquipier et que ça crée un cafouillage. Après, il faut l'exploiter, il faut la mettre au fond et ça stat. Mais encore un but un peu dégueulasse. Mais voilà, concentrons-nous sur le positif. Et peut-être que le positif dans cette rencontre pour le GC Nice, c'est une entame de match où on a semblé vouloir rapporter quelque chose et jouer crânement notre chance. C'est bien. Ça n'a pas été suffisant après. Mais allez, soulignons que c'est bien. Les intentions étaient là. Dans un premier temps, moi, je sais que le match était intéressant. Le match, globalement, on s'est moins fait chier, globalement, que sur d'autres matchs de l'OGC Nice, bien aidé par un adversaire qui avait aussi à peu près envie de jouer au ballon. Ah, mais complètement. Ça, par contre, c'est le point positif de ce match. C'est un match nul qui, pour le coup, avait des choses à offrir. Et on a vu des buts, on a vu des beaux buts. Moi, je reconnais quand même que le but de Jonathan Klaus, même s'il fait chier quand il arrive, c'est un beau but. Marcin Bulka, c'est pas un surhomme, il peut pas aller tout chercher. Donc non, c'était un beau match avec de l'intensité, deux adversaires qui avaient envie de se départager parce qu'il y avait de l'enjeu pour les deux équipes. Maintenant, ce que je regrette, et c'est ce que j'ai tweeté juste après le but de Marseille, l'égalisation, la première, le premier but de Marseille, c'est à partir du moment où on a marqué, on s'est arrêté de jouer. On a commencé à faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire reculer, attendre, et puis piquer lorsque c'est possible. Sauf que si vous vous souvenez bien, on n'a pas piqué parce qu'en fait, on ne savait plus quoi faire. Lorsque Marseille a monté d'un cran et que nous, on a commencé à accepter d'être dominé, et puis on a pris la sanction qui était logique. Donc c'est ça qui fait déjà dans un premier temps que c'est frustrant ce résultat, parce que dans le premier quart d'heure, le jeu est égal, le niveau est égal, et tu piques le premier. Et c'est pas immérité forcément.
Voilà. Et c'est pas immérité forcément, et tu sais que quand tu mènes au score, après tu peux faire office de poil à gratter. Et là, pour le coup, tu l'as pas fait parce que tout de suite, tu as voulu retomber dans cette phase défensive propre au jeu de Francesco Farioli, qui, moi, certainement, qui commence sérieusement à me sortir par les yeux. Et puis, on y reviendra. Mais à partir du moment où tu es en supériorité numérique lors du début de la seconde mi-temps, tu n'as pas le droit de faire les 5-10 premières minutes que tu fais où tu es inexistant et où tu te fais marcher dessus. Tu as l'impression que c'est toi, ton équipe qui est en infériorité numérique. C'est impardonnable. Donc c'est ça qui fait que c'est frustrant ce match nul. Évidemment que faire match nul à Marseille, c'est un bon résultat intrinsèquement. Mais les éléments du match font que pour moi, c'est frustrant. Jérémy, on s'est peut-être pas donné les moyens d'aller chercher mieux, passer ce premier quart d'heure où effectivement le but de Terem Moffi vient récompenser un état d'esprit conquérant avant, comme trop souvent cette saison, que l'OGC Nice tire un peu le rideau. Ouais, alors il y a des points où je suis d'accord avec Alric, d'autres un tout petit peu moins. C'est que évidemment, bon, moi au départ, un match nul à Marseille, j'aurais signé comme ça, au moins on était sûr que Marseille ne se rapprochait pas trop de nous au classement. Après, moi je dirais même que dans le début du match, on était au-dessus de Marseille, bien au-dessus, j'ai trouvé. Je trouve que dans l'ensemble, Marseille n'a pas fait un grand match. C'est ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas forcément pu en profiter. Donc on a vraiment été au-dessus dans le premier quart d'heure et qu'on a vraiment fait ce qu'il fallait, surtout dans l'envie, dans l'intensité. Dans l'envie, dans l'état d'esprit, je trouve que c'était quand même similaire à ce que les joueurs ont montré contre Lorient, donc c'était quand même plaisant à voir. Là où je suis d'accord, c'est vrai que du coup on a complètement arrêté de jouer après la 20e minute de jeu. On s'est un petit peu plus mis en mode attente et ça c'est vrai que c'est quand même très dommage. Après, personnellement, qu'on soit 11 contre 11 ou 10 contre 11, pour moi, c'est exactement la même chose. Je pense on n'est pas loin d'être peut-être le pire club au monde en supériorité numérique. C'est vrai. Il n'y a pas de stat officiel là-dessus, mais je vois pas qui pourrait être pire. Je vois pas, voilà, honnêtement, je vois pas qui pourrait être pire. Donc voilà, enfin moi, quand on a été à 11 contre 10, j'étais pas forcément beaucoup plus confiant et les 5-10 premières minutes de la seconde mi-temps ne m'étonnent tout simplement plus parce que dès qu'on est en supériorité numérique, on n'en profite pas. Je pense, enfin, j'ai pas souvenir d'une fois on a gagné en supériorité numérique à part à Toulouse il y a quelques années, et encore il a fallu que Toulouse soit à 9 contre 11 et qu'il loupe un penalty alors qu'on était à 9 contre 11 pour gagner le match, hein, quand même. Oh là, ouais, avec un rush finement mené par Christophe Herrel à l'époque, voilà, si je dis pas de bêtises. C'est ça, il avait fallu que Benitez arrête le penalty, il me semble, et que Herrel aille marquer après. Donc c'était dire, on avait galéré à 9 contre 11. Donc moi, à partir du moment où on joue à 10 contre 11, je ne suis absolument pas rassuré, absolument pas confiant sur le fait qu'on gagne un match, et je m'attendais pas forcément à ce qu'on le gagne avec ça. La seconde mi-temps, le début m'a pas étonné, hein. C'est habituel, c'est toujours comme ça, donc voilà, ça n'a pas dérogé à la règle. On a au moins eu le mérite de revenir dans le match et de pas lâcher. Merci Melvin Barr qui, comme un symbole, marque. C'est lui qui marque ce but-là. Donc voilà, oui, il y a des éléments de frustration. De voir Melvin Barr mettre cette magnifique frappe. Il y a des éléments de frustration parce que je pense qu'on aurait largement pu gagner le match. Après, est-ce qu'on a le niveau dans ces cas-là de gagner ce genre de match-là? Je ne pense pas encore. Donc bon, pour moi, c'est un match nul qui au final est plutôt satisfaisant parce qu'on reste devant au classement et pour l'instant, c'est tout ce qui m'intéresse. On limite les dégâts, l'OGC Nice n'a pas non plus changé de visage dans cette rencontre. Après, est-ce qu'on pouvait vraiment l'attendre au bout de 30 journées? Un match nul au Vélodrome, c'est quand même une certaine performance où il n'y a que le Paris Saint-Germain qui s'est imposé. Il me semble une rencontre équilibrée, hein, 52-48 de possession pour l'OGC Nice, 11 tirs à 10 pour Marseille, 4 tirs cadrés partout. En fait, au final, c'est le contexte et les contextes statistiquement parlant, on va dire. Voilà, équitable statistiquement parlant. Et puis, voilà, je disais, c'est peut-être le contexte davantage qui fait râler. Vous évoquiez l'attitude et un peu ce gym à deux visages, et puis le fait que ce soit toujours rageant de pas vouloir marcher sur un adversaire quand t'es un de plus, et surtout un adversaire fatigué par une longue saison, des échéances européennes, tout ça. Bref, passons ça et parlons du cœur du débat autour du match. Naturellement, c'est l'arbitrage, avec les décisions de l'arbitre dans un premier temps, et puis aussi peut-être les différentes réactions que ça a suscité entre celles de Francesco Farioli et puis aussi de l'état-major de l'arbitrage français, hein, et notamment de la direction de la FFF, et puis des sanctions prises directement sur l'arbitre. Je sais pas si vous voulez en dire deux mots. Déjà le carton rouge peut-être pour Mbagna, et puis forcément après le penalty qui fait à mon avis encore un peu plus débat.
Alors déjà, l'arbitrage, bon, c'est pas nouveau, hein, tous les week-ends. Moi, tout à l'heure, j'ai entendu la réaction de Monsieur Eric Borghini, président de la Commission fédérale de l'arbitrage, et qui disait qu'en fait, il laissait sous-entendre que, allez, ok, il y a bien quelques erreurs par-ci par-là le week-end de la part des arbitres, mais quand même, globalement, ça va, tout va bien. Alors qu'en fait, non, il faut arrêter les conneries. L'arbitrage en France est nul. C'est pas, c'est principalement en France. L'arbitrage est nul et Jérémy Pignard, il a pris des décisions qu'on peut comprendre, mais qui en fait me paraissent un peu bizarres. Enfin, le carton rouge de Boubania, il n'est pas illogique parce qu'il fait une deuxième faute grossière, mais moi je pense être honnête si je dis que ok, la deuxième faute elle est grossière, mais franchement, elle vaut pas, pour moi, elle vaut pas elle doit pas entraîner son exclusion parce que je la trouve, elle est grossière, mais elle n'est pas flagrante par rapport à la première qui aurait pu valoir par exemple un carton rouge direct. La première faute de Mobania, elle peut valoir un carton rouge direct. C'est pas le cas, il prend jaune. La deuxième, elle est grossière, mais pour moi, elle est moins flagrante que la première. Ça, c'est une première chose. C'est mon avis, vous serez certainement pas d'accord. Mais par contre, le penalty concédé par Mohamed Ali Chaud, je veux dire, à aucun moment, à quel moment il peut retirer son pied après avoir dégagé le ballon? Je veux dire, physiologiquement, c'est impossible. Impossible. Donc oui, ça finit sur le pied de Balerdi. Mais au témoin d'un doute, le football, c'est un sport de contact. Non, puis Balerdi qui est loin et pas au contact. Enfin, moi, le truc, c'est qu'en plus, Mohamed Ali Chaud a largement le temps de dégager le ballon. Il va pas vraiment dans un duel où, en fait, il embarque le ballon et tout, tu vois, où ça, à la limite, discutable. Là, vraiment, il dégage le ballon dans une situation de dégagement de ballon assez classique en défense. Et après, il y a la course de Balerdi qui croise son pied, mais il y a 2 secondes d'écart. Donc, c'est justifié en disant au milieu de terrain on aurait sifflé la même faute et on doit pas faire ça en fonction de. Mais je suis même pas sûr qu'au milieu de terrain tu siffles cette faute là en fait en réalité. C'est même Frédéric Antonetti qui, bon, on pense qu'on veut de Frédéric Antonetti en tant que consultant en football, mais même lui il a dit, alors là franchement, d'ailleurs il a dit la même chose sur la deuxième faute de Moubania, il a dit franchement c'est ultra sévère. Alors les Marseillais diront oui mais ça finit sur son pied, imagine il peut lui faire très mal. Ok. D'accord. Mais comment tu expliques physiquement quel geste il doit faire en fait? Quel geste il doit faire physiquement pour éviter le contact? Jérémy, ton avis sur ces 2 situations litigieuses, pardon. Et après, est-ce qu'en fait le penalty c'est pas aussi clairement de la compensation, que le rouge ou pas soit justifié? Et ça, tu nous le diras. On a du mal à voir le penalty comme une vraie décision technique en réalité. Alors les 2 jaunes qui amènent du coup au rouge, bon pour moi je pense qu'il y a 2 fautes qui sont quand même assez nettes, qui peuvent potentiellement valoir un jaune, donc pour moi ça m'a pas forcément étonné plus que ça qu'il y ait un carton rouge. Surtout la première, il me semble, qui était quand même assez grosse semelle, hein, comme l'a dit Alric. Belle grosse semelle quand même, donc voilà. Je pense que le rouge est pas immérité. Par contre, bon, le penalty, et je vais un peu comparer ça avec l'exclusion de Dante contre Monaco aussi. Bon, certes, à chaque fois, là Dante ou là Mohamed Ali Chaud fait mal aux joueurs adverses par la force des choses. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est ce qu'on reproche aux joueurs qui soi-disant fait la faute. Donc là, en fait, on va juste reprocher à Mohamed Ali Chaud d'avoir dégagé un ballon et après, je sais pas, d'avoir physiquement, c'est comme ça, que le pied soit retombé au sol. Enfin, je vois pas en fait ce qu'on reproche concrètement aux joueurs dans ces cas-là. Parce que pour moi, clairement, tu donnes un penalty juste parce qu'un joueur a dégagé un ballon et qu'après le joueur marseillais était placé à ce moment-là, à cet endroit-là, et est venu à cet endroit-là alors qu'il ne contrôlait pas le ballon. Donc je vois pas en fait ce qu'on reproche à Mohamed Ali Chaud sur cette action. Donc pour moi, évidemment, il n'y a pas penalty. Que ce soit de la compensation ou pas, moi, j'aime pas du tout parler de compensation parce que tu fais une erreur, t'as pas à la compenser derrière. Donc ça, pour moi, c'est. Ouais, une erreur, ça fait 2 erreurs. Voilà, on dit pas que c'est juste de compenser, on dit juste qu'en fait, très clairement, c'est ça, ou sous la pression de Mehdi Benatia, le directeur sportif de l'OM aussi, qui allait un peu secouer le vestiaire des arbitres à la mi-temps. Alors ça, j'aimerais revenir dessus après. Ça, ce n'est pas autorisé, on le rappelle, mais bon, bref.
Bon, Allez. voilà, après, j'ai pas forcément grand chose d'autre à dire, mais en tout cas, je suis pas d'accord avec le penalty, mais de toute façon, si on doit faire la liste des décisions arbitrales avec lesquelles je suis pas d'accord cette année, on en a pour plusieurs émissions, je pense. Oui, oui, c'est un fléau dans le foot français. Moi, je voudrais juste revenir sur ça. Parce que sur la petite vidéo qu'on a vue, parce que bon, forcément, les journalistes sont friands de ces petits moments un peu tendus et j'aimerais revenir dessus. Encore une fois, je vais peut-être en surprendre plus d'un, mais c'est ce que je pense. En début de saison, quand il y a la grosse faute sur Evan Guessant où on lui casse sa chaussure à Lorient, vous vous souvenez? Mm. Il y a Florent Ghisolfi qui va voir l'arbitre. Et à ce moment-là, on a dit ouais, chouette, incroyable, c'est bien, il faut se défendre nos couleurs, machin. Nan. Et aujourd'hui, et hier, j'ai vu, pas hier, non, mercredi, j'en ai vu quelqu'un s'étonner de voir Mehdi Benassia faire ça. Mais non, en fait, c'est peut-être interdit, on va dire, d'un point de vue réglementaire. Ce n'est pas étonnant, il défend son Mais il faut institution, le faire. même si on la Franchement, déteste, il fait son job. Par contre, désolé, mais mais que- tu peux pas avoir de relation de cause à effet 10 minutes après, quoi. Enfin, Ah non, 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 mais ça, c'est pas- c'est ça qui est problématique, mais que ça, c'est lui pas le problème aille s'exprimer et fasse son moyen de pression, ok. Que ça fonctionne de manière aussi flagrante et aussi rapide, c'est peut-être plutôt ça le Mais problème. c'est pas le problème de Mehdi Benassia, ça, pour le coup. Lui, il a Non. joué son jeu en défendant les intérêts de son club. Et peu importe que ce soit Marseille, Monaco, Nice, Lyon, peu importe, on s'en fout. Nous, on critique toujours notre club en disant que c'est un club j'allais dire une connerie, mais qui prend pas trop les responsabilités de porter un peu son boulier. Donc là, lui, il l'a fait. Après, il y a eu une relation de cause à effet. Mais c'est le problème de l'arbitrage. Si l'arbitrage est suffisamment influençable pour que 10 minutes après, il y ait un penalty pour Marseille, c'est plus le problème de Mehdi Benassia. J'ai même envie de te dire, il a rempli son rôle à ce moment-là. Donc, moi, j'ai un peu de mal à lire sur les réseaux que c'est pas bien ce qu'il a fait Benassia. Si, c'est très bien. Et il faut que tous les dirigeants de club, quand ils se sentent lésés, ils fassent un truc comme ça. Si l'arbitre il veut se faire respecter, il prend et réagit même pas. Il ferme la porte du vestiaire, ou alors il dit à Monsieur Benassia, écoutez, j'ai appliqué le règlement, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, et il ferme la porte du vestiaire, ou alors il communique pas. Mais il faut pas après venir dire oui, mais c'est pas normal qu'il ait fait ça, machin, truc et tout. Si, c'est normal. Chacun défend les intérêts de son club, peu importe le club d'ailleurs. Donc ça, pour le coup, voilà, je voulais revenir dessus parce que ça m'a un peu gonflé. Que quand ça nous arrange, c'est bien, et quand ça nous arrange pas, ben, c'est pas bien. Si, c'est très bien de faire ça. Il faut faire ça. Jérémy, est-ce qu'on clôture le sujet arbitrage? Bon, c'est pas la première, pas la dernière erreur manifeste. Hein, là-dessus, on est d'accord. Au moins pour le penalty, ça a quand même une importance sur le match. Alors bon, ça intervient à un moment où le GC n'était pas au mieux et où les ingrédients n'étaient pas mis dans la deuxième période pour essayer de renverser le match. Mais bon, ça reste quand même un penalty cadeau. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on passe peut-être à la réaction, le but de Melvin Barr et la fin de match? J'ai pas forcément d'autres choses à dire. Donc, alors, on peut passer à la suite. Passons au but de Melvin Barr. On sait que Melvin tentait sa chance depuis un petit moment, de loin, avec assez peu de réussite. Là, ça finit au fond. Ça répond de la meilleure des manières au but de Jonathan Klaus en première période. C'est la première fois que le Génie cette saison prend un point après avoir été mené au score. Également, il s'en est fallu quand même de très très peu. Et on reviendra sur la dernière occasion du match peut-être dans la suite de l'émission. Je suis pas sûr que la goutte de sueur soit encore tout à fait descendue jusque de ma tempe, là, honnêtement, même 2 jours après. Mais voilà, bon, Melvin Barr qui est justement récompensé par déjà un match de grande qualité et puis par son dépassement de fonction, une expression chère dans cette émission avec laquelle on vous bassine régulièrement. Melvin Barr, du coup, aiglon du match, 8e fois de la saison. Alors, sans faire le débat, est-il l'aiglon de la saison? Ça se jouera probablement avec Arsène Bulka et Jean-Claire Todibo. C'est très certainement le meilleur joueur du match. Encore une fois, bon, maintenant il se mue comme buteur, comme un symbole, comme on le disait tout à l'heure. Comme un symbole de sa saison, comme un symbole d'un joueur qui a progressé, comme un symbole d'un joueur qui a pris des responsabilités pendant cette saison, où de plus en plus on le voyait ces dernières semaines tenter des choses de loin. Et moi, en fait, j'en rêvais de ce but de Melvin Barr, déjà parce que j'avais envie que Melvin Barr marque un but, mais surtout je me disais, il tente trop de choses qui sont pas habituelles chez lui pour qu'à un moment donné ça paye pas. Et donc à un moment donné, ouais, effectivement, quand il prend, il déclenche. En plus, la frappe est belle, hein. Ras de terre, à ras de terre, ras du poteau, c'est suffisamment bien placé pour être imparable.
Moi, je pense que c'est un juste retour des choses pour ce joueur qui montre de très très bonnes choses depuis le début de la saison, qui est d'une régularité assez impressionnante et sur lequel on n'a pas grand-chose à reprocher. Donc non, c'est super. Et puis par contre, ce que je regrette, c'est que comme ce but-là arrive assez, allez, pas assez tôt, mais il reste suffisamment de temps. Lorsque Melvin Barr fait ça, j'aurais adoré que ça crée une espèce d'émulation psychologique et couplé au déficit physique des Marseillais dû à l'enchaînement des matchs, j'aurais aimé qu'on arrive à leur enfoncer le clou après ce but-là, ce qu'on n'a pas réussi à faire et ce qui est bien dommage. Jérémy, entre la réaction du gym touché quand même et quasiment coulé entre la décision, le penalty, l'entrée en deuxième mi-temps, assez compliqué. On pouvait s'attendre tout simplement à abandonner, à laisser tomber. Puis cette stat folle qui faisait qu'on ne prenait pas de points après avoir été mené au score. Là, finalement, Melvin Barr marque ce joli but, sonne la révolte. On peut le regretter, comme dit Alric, que ce n'est pas permis aux joueurs de se libérer et d'aller chercher plus loin. Encore qu'il y a eu quelques occasions magnifiquement croquées par Alexis Claude Maurice aussi, quand même. Mais voilà, sans faire de... On n'en parlera pas d'Alexis Claude Maurice parce que c'est dégueulasse. Voilà, puis dans 4 matchs, il est parti vivement. Ton avis sur la réaction, est-ce vraiment une réaction ou est-ce, sans parler d'exploit individuel, une action très bien négociée qui a permis de manière... un peu improbable, ou en tout cas pas dans le plus grand des temps forts de Justin de se relancer, et malheureusement exactement comme dans première période quand le premier but aurait dû nous donner envie de tuer notre adversaire, en fait on s'est peut-être un peu contenté de cette égalisation. Il y a quand même une petite réaction, après elle n'était pas incroyable non plus. Elle n'a pas duré 20 minutes, on n'a pas cherché la victoire jusqu'au bout. Il y a eu un momentum un peu plus fort après le but, mais de quelques... C'est pas non plus arraché, quoi, mais pour revenir à Melvin Barr, c'est sûr que oui, ça me fait très plaisir qu'il ait marqué, et comme je disais tout à l'heure, c'est un peu comme un symbole que ce soit lui qui nous ait permis d'enlever un peu cette stat qu'on a de ne pas, d'être mené au score et de ne pas pouvoir revenir. Je trouve que c'est un symbole, étant donné que c'est quand même lui cette année qui a, je pense, été le meilleur joueur de champ et le meilleur joueur tout court de la saison pour moi, en tout cas le plus constant, le plus combatif comme d'habitude. Donc je suis très content que ce soit lui qui ait marqué ce but-là, ce but qui à mon avis va quand même beaucoup compter pour que justement Marseille pour l'instant reste derrière, et j'espère qu'ils le resteront pour qu'on puisse se qualifier quand même en Coupe d'Europe. Donc voilà, ce but est important et je suis content que ce soit lui qui l'ait marqué. En plus quand même pas n'importe comment, quand même un but qui est quand même vraiment très très beau. Donc après voilà, c'est quand même heureusement qu'il a mis ce but là, parce que j'ai pas à souvenir d'une autre action franche à part le but qu'on a marqué au tout début qui était hors jeu de la seconde mi-temps. J'ai pas de souvenir d'une autre occasion très très franche. Donc voilà, encore une fois, on a eu un peu nos points faibles qui sont encore une fois ressortis, mais bon, au moins on a essayé. Donc ça c'est déjà bien. Les encouragements. Mais voilà, on a les encouragements. Il y a quand même eu un bon match dans l'ensemble malgré tous les points qu'on a soulevés. Donc voilà, ça me fait plaisir pour Melvin Barr, et d'autant que c'est un but important. Ce discours, messieurs, mesuré et modérément positif, mais bon, on l'a dit, on peut être frustré par le contenu. Le résultat, lui, on ne peut pas dire qu'il soit mauvais, vu que ça te permet de conserver au classement, à défaut de te rapprocher des places pour la Ligue des Champions. Par contre, ce discours tient quand même sur une seule action, la dernière action de Pierre-Emerick Aubameyang, oui, quand même, qui se joue de la moitié de l'équipe niçoise sur 50 mètres, vient se présenter face à Marcin Bulka, place un magnifique piqué qui retombe sur la barre transversale, parce que je vais pas vous mentir, je regardais ça avec un streaming qualité dégueulasse. D'ailleurs, tu n'as toujours pas à la fin de l'action par rapport à ton streaming. J'ai vu le ballon partir, et il y a eu le moment de doute où j'ai dit putain, l'image est tellement pixelisée, je vois même pas où il est retombé. Donc il y a vraiment la goutte de sueur qui a frisé sur ma tempe en disant qu'est-ce qui s'est passé. Mais heureusement, pas but. Merci Aubame, on rappelle. Il y a la photo avec le survêt de l'Olcinis, vrai frère qui, aller et retour, nous permet quand même de prendre 4 points face à l'OM sur la saison. Ça comptera à la 34e journée pour l'Europe. Mais voilà, juste pour souligner, l'analyse du match, on essaye de la faire la plus objective et la plus complète possible, mais au final, ça tient vraiment pas à grand-chose. Ah, mais elle est magnifique. Pardon de dire ça, mais elle est magnifique, cette dernière action de Pierre-Emerick Aubameyang. Je veux dire, il a 34 ans, il a fait danser toute notre défense.
Je crois que Jean-Claire Todibo le cherche encore. Et ce piqué, je me suis dit, oh là là, oh là là. Et puis quand je l'avais arrêté sur la barre, j'ai dit, oh mais forcément, il y en a un qui va se la foutre contre son camp, elle va rebondir du mauvais côté. Et puis finalement, elle rentre pas. Donc ça fait écho à son action qu'il avait eu au match aller, où il a la même action quasiment. Et il tire sur le poteau. Donc vrai frère, hein, Pierre-Emerick Aubameyang, sur les 2 matchs contre Marseille. Finalement, tu prends 4 points sur 6, en grande partie grâce à lui. Donc, s'il veut, l'année prochaine, on lui fait un petit contrat pour remplacer Terem Moffi. Jérémy, sur cette dernière action qui a fait suer beaucoup de supporters du gym, mais qui au final, c'est peut-être la preuve que, alors je crois pas à titre personnel à la chance, mais que y a des fois des éléments en notre faveur aussi, et ça nous permet de nous mettre dans le bon wagon pour les 4 derniers matchs. On peut le voir des 2 côtés, on peut soit dire qu'on a très mal défendu, soit dire que Pierre-Emerick Aubameyang a fait une très belle action. Pour moi, c'est un peu des deux. Donc, l'action est très très belle, mais c'est vrai que tu te dis, en fin de match, il devait quand même être bien fatigué, qu'il arrive à faire ça, c'est quand même un peu chaud, quoi. Après, il y a Rosario, Dante qui défendent sur l'action, mais ils essaient de pas faire faute non plus parce qu'ils peuvent prendre un jaune, voire plus, je pense, sur cette action-là. Donc, je pense qu'il voulait pas faire faute. Après, c'est vrai que moi, j'ai un peu eu peur sur l'action parce que je me voyais quand même mal perdre le match 3-2. Même si, je vous ai fait la blague quand j'ai vu Iliman Ndiaye rentrer. D'ailleurs, il a eu son occasion, j'étais pas loin. Oui, très vite après son entrée d'ailleurs. Ouais, je vous ai dit, il va rentrer, on va perdre 3-2 et pile, il a son action après. J'ai un peu eu peur. C'était un peu Gauthier Hein le retour là. Mais voilà, en tout cas, sur cette action, on a un peu de chance. C'est bien parce que c'est vrai que les derniers temps, même si on n'était pas très très bon, on manquait un peu de réussite aussi, je trouvais. Donc là, c'est un tout petit peu tourné sur cette action-là, heureusement, parce que ça nous rapporte un point. Donc voilà. Allez, je vous propose qu'on clôture ce match. Vous avez vu, on n'avait pas grand-chose à dire. Tout a déjà été dit, je pense, entre ce qui a été dit sur notre équipe cette saison, ce qui a été dit sur le match par les autres créateurs de contenu, les réseaux sociaux. Et puis, on se projette de toute façon assez rapidement sur le match de ce week-end face à Strasbourg. Et je vous propose de finir cette émission. On va faire des petites pages peut-être d'actu, tout ça. Ça sera un format plus court que d'habitude, mais un peu différent. Varions les plaisirs. Nous aussi, à défaut de varier le 4-3-3 de Francesco Farioli. Oui, non, ça passe. Mais bon, faut que je sois constant. Je peux pas critiquer les précédents entraîneurs qui ne changeaient jamais de système et ne pas le faire pour Francesco, même si les résultats, cette fois, sont quand même à noter. Le gym, comme je le disais, est 5e. Un petit matelas d'avance sur les places non européennes. Un calendrier qui n'est pas facile. On termine par Paris et par Lille. Mais il y a ces 2 matchs qui arrivent. D'abord le déplacement à Strasbourg, chez le vrai frère aussi, Patrick Vieira, qui nous a quand même bien aidé ces dernières semaines en gagnant face à des concurrents à la course pour l'Europe avec Strasbourg. C'est le moment de nous lâcher les 3 points, Patrick. Tout sera pardonné. Et puis la réception du Havre. Normalement, messieurs, sur ces 2 matchs-là, on peut espérer 3, 4, 6 points. Et en fait, quand on calcule, alors après, ça dépendra quelle coupe de... Chat noir. Quand on regarde, en fait, 3 points, ça pourrait largement suffire. Ça devrait, même pas mathématiquement, mais sauf incroyable rythme imposé par Rennes, Marseille et Lyon, il y a des chances qu'en fait, nous ne soyons plus qu'à une victoire ou une victoire et un nul de confirmer cette place européenne. Naturellement, ça va se jouer sur les 2 prochains matchs. Paris et Lille. Selon moi, ce sera le dessert en fonction de ce qu'on a fait comme taf face aux équipes les plus faibles, ce que les clubs ont fait devant et pourquoi pas après aller chercher soit conforter la 5e place, soit les grappiller la 4e la dernière journée chez nos amis lillois. Mais pour rester vraiment sur ce qui va se passer là, tout de suite, dans les 48 heures, a priori, on serait bien inspiré de faire un bon résultat à Strasbourg. Dans le meilleur des cas... Dans vraiment le meilleur des cas, dans le meilleur scénario, il faut quand même se rappeler qu'on n'a que 4 points de retard sur Lille. Il reste 4 matchs. Donc, une confrontation directe entre les deux, d'ailleurs. Oui, ce que j'allais dire, c'est que en fait, le Lille-Nice, qui aurait dû être, il me semble, la dernière journée, enfin, qui sera la dernière journée, mais avec le match contre Paris qui sera très rapproché. Dans le meilleur des cas, ce Lille-Nice, c'est une finale pour la 4e place. C'est une finale pour la place en Ligue des Champions, l'ultime place en Ligue des Champions. Donc, en fait, si tu prends 6 points contre Strasbourg et Le Havre, qui sont, je suis désolé pour ces 2 équipes, mais
qui sont théoriquement des équipes à ta portée. 13e et 16e, de toute 13e, façon. Voilà, 13e et 16e. Tu vas jouer contre un barragiste et un pas barragiste, mais pas très en sécurité non plus. Si tu prends pas 6 points là, à ce moment-là, oublie la Ligue des Champions, et puis même, j'ai envie de te dire, en termes d'ambition, oublie la Coupe d'Europe, parce que à un moment donné, quand on parle d'institution, on parle du club, quoi. Respecte le club dans lequel tu joues, et si t'es pas capable d'aller t'imposer face à des adversaires qui sont au-dessus, qui sont en dessous de toi, pardon, à ce moment-là, arrêtons de parler d'ambition, faisons nos petites saisons de transition à la 10e place, et puis restons l'OGC Nice. Non mais c'est sérieux. Je veux dire, Paris et Lille, j'imagine même pas une seconde qu'on va faire 6 points, et ils en sont capables. Mais là, s'il vous plaît, messieurs les joueurs, puisque vous allez écouter cette émission, enfin en tout cas, les gens qui travaillent pour vous vont le faire, prenez 6 points, c'est pas possible autrement. C'est 6 points contre Strasbourg et Le Havre, encore plus face au Havre, parce que tu as une revanche à prendre. Enfin, tu t'es fait fesser au Havre sans qu'il y ait rien à dire. Là, tu vas jouer à domicile, ça va être pas le dernier match de la saison du coup, parce qu'après il y a la réception du Paris Saint-Germain, mais non. Là c'est 6 points, et ce serait presque si c'est 4 sur 6 ça va, mais si c'est pas au moins une victoire sur les 2 matchs, ce serait impardonnable. Et pour le coup, si on venait à sortir des 6 premiers suite à ces 2 matchs perdus là, parce que je rappelle juste que Rennes est à 2 victoires de nous, Donc, et je rappelle aussi un élément que beaucoup de gens ont tendance à oublier, c'est qu'on a une différence de but absolument dégueulasse par rapport par rapport aux équipes devant, oui. Après, on a quand même une différence de but supérieure aux concurrents européens. Oui, après, donc du coup, si Rennes met 2 fois 3-0 à ses concurrents, oui, bien sûr. On est d'accord. Jérémy, 4 points minimum. Ça nous permettrait, je pense, d'assurer cette place en Coupe d'Europe. Resterait à voir laquelle après, avec 2 matchs de gala. Alors moi, j'ai envie de dire 6 points pour être tranquille en fait, et dire et se dire on est tranquille, au moins on a une Coupe d'Europe. Pour après, pourquoi pas s'offrir un beau dernier match à l'Alliance contre Paris, qui aura plus rien à jouer en championnat. Ils sont champions, je pense, à ce moment-là, sûrement. Oui, ils seront champions. Largement. Donc voilà, autant essayer de faire un bon match contre Paris, essayer de prendre encore 3 points, ou au moins un petit match nul pour le plaisir. Et après, voir où est-ce qu'on sera de Lille avant le match à la fin. Mais oui, il faut gagner les 2 prochains matchs pour être tranquille, au moins avoir une place en Ligue Europa. Et aborder justement ces 2 derniers matchs contre Paris et Lille, vraiment l'esprit tranquille et libéré de la pression, tout simplement. Donc puis je suis d'accord avec Alric sur le point il faut gagner ce genre de match là maintenant, contre Strasbourg, Le Havre. Il faut gagner contre ces équipes là si on veut avoir des ambitions, et je pense qu'il faut absolument aussi gagner ces matchs là pour bien préparer la saison prochaine. Donc autant faire un dernier effort. Il reste 4 matchs, donc autant faire du mieux possible sans trop calculer. La saison prochaine, parlons-en. On va bien sûr rythmer notre été avec les transferts. Déjà, il y en a beaucoup qui s'annoncent. Et puis peut-être un feuilleton autour de Francesco Farioli. Il y a beaucoup de débats en ce moment dans notre communauté sur on a envie de le garder ou pas. Mais au-delà du fait qu'il y a peut-être une réflexion, on n'en sait rien. S'il y a une réflexion parmi les supporters, elle existe peut-être au sommet du club. Il y a des intérêts pour l'entraîneur italien de l'OGC Nice qui sont un peu traduits dans la presse. On a parlé de Naples il y a quelques mois, on a parlé du Milan plus récemment, aujourd'hui de l'Ajax. Alors bien sûr, ce sont des shortlists, on se doute que Francesco Farioli n'est peut-être pas le premier nom, mais après tout, il n'était pas le premier nom chez nous non plus. Alors sans vous demander stop ou encore, parce que ce ne sera de toute façon pas notre décision, qu'en pensez-vous ? Bien sûr, la qualité de sa saison sera sanctionnée en fonction du classement final de l'OGC Nice. Si c'est entre 4 et 6, je pense qu'il sera difficile de vouloir s'en débarrasser, surtout pour mettre qui à la place. Maintenant, si on parle de jeu, si on parle de contenu, si on parle de spectacle, ça a été extrêmement difficile sur une grande majorité de la saison. Où est-ce que vous vous positionnez ? Est-ce que déjà vous souhaitez la stabilité avec Francesco Farioli ? Est-ce que vous pensez que l'OGC Nice risque d'être menacé, attaqué sur le dossier de son entraîneur ? Ou est-ce que il faut à tout prix, en réalité, essayer de construire quelque chose de satisfaisant ? Après, le prix, c'est vous qui me le direz. Personnellement, j'ai pas encore pris ma décision de si je veux le voir sur le banc de l'OGC Nice la saison prochaine, parce que il y a quelques semaines, quand j'étais très énervé, je disais il faut qu'il s'en aille, c'est plus possible, il y a trop de choses qui vont pas. Et puis en même temps, je me dis, son équipe, elle arrive encore à faire des choses qui nous surprennent. Donc franchement, je sais pas.
Par contre, là où j'ai un avis un tout petit peu plus clair, c'est que s'il est sur la shortlist de ces grands clubs, on dit bien shortlist, hein, tu l'as précisé, c'est que forcément il est observé et qu'il y a des choses qui intéressent. Et pour le coup, on disait quand il était en Turquie, personne ne regardait, tout le monde s'en foutait, surtout que c'était une équipe des équipes de milieu de tableau, voire de bas de tableau. Là, l'OGC Nice se joue pas les premiers rôles, mais il a été un grand artisan de la très bonne première partie de saison où on a été sur le podium, leader, on a fait des gros matchs, on a été l'équipe la plus invaincue de je sais pas quoi, d'Europe et tout ça. Enfin bref. On est meilleur défense également. Donc, il a été visible pendant une bonne partie de la saison parce qu'il a résonné un petit peu, son nom a résonné un petit peu dans le football européen. Et donc, moi, la question que je me pose réellement, c'est est-ce que dans une équipe où il y a un effectif déjà de meilleure qualité, parce que, pardon, mais même si on a des joueurs qui sont de qualité, on va dire individuellement parlant, en termes d'équipe, il y a quand même de sacrés problèmes, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y en a pas mal, en tout cas, qui jouent un peu pour leurs pommes, et que ça se voit hein, par moment. Donc, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que dans un effectif où la notion d'équipe est beaucoup plus forte, où la puissance de l'institution fait que les joueurs ferment leur gueule et jouent, Francesco Farioli sera en mesure d'imposer sa vision du football? Eh bien, j'ai presque envie de dire, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir, et si je devais me faire du foot fiction et me dire, tiens, dans quel club j'aimerais bien le voir, si c'était pas chez nous, évidemment, ce serait l'Ajax, peut-être. J'aime bien l'idée d'avoir un jeune entraîneur dans une équipe qui est aussi en reconstruction, mais qui a un passé assez proche de football total, de football un peu champagne, et de football intelligent surtout. Ouais, après, intelligent plus que de football champagne, ou alors peut-être de champagne tiède de fin de soirée quand même. Hein. Faut pas. Ouais, mais quand on dit football, après le football total, c'était en 2018-2019, je crois, donc ou 2019. La deuxième version, en tout cas, oui, effectivement. Donc c'était, donc c'était une autre époque. Maintenant, ça reste des grosses institutions. Oui. Donc Francesco Farioli, déjà, qu'il soit dans la shortlist de ces grosses institutions, ça en dit ça dit quelque chose de la qualité de son travail, parce que nous on râle parce qu'on est 5e et que on propose un jeu dégueulasse. Mais en tout cas de la visibilité pour un très jeune coach dans une équipe qui joue les places européennes. Par un joueur qui a un peu plus la notion d'équipe, un peu plus de poids dans le jeu, peut-être que ton milieu de terrain est transfiguré. Enfin, je veux dire, il y a quelques changements à faire aujourd'hui, on va dire quelques petites starlettes à enlever et mettre des joueurs un peu plus cohérent par rapport à la philosophie du coach, et peut-être que le visage de l'équipe change totalement. Donc, c'est pas un mauvais coach, ça c'est certain. Il a plein de défauts, mais c'est aussi en adéquation avec sa jeunesse. Donc, est-ce que j'ai envie qu'il reste? Pour l'instant, je sais pas. Ça va aussi dépendre de ce qu'il va proposer dans les 4 derniers matchs. Ouais, s'il nous qualifie pour la Conference League, tu vas lui en vouloir personnellement. Donc, non, je m'en foutrais. Mais, non, je m'en foutrais. Maintenant, ce que je préfère garder de positif pour lui, c'est que s'il est dans la shortlist de ces grands clubs, c'est qu'il n'a pas fait une mauvaise saison, et ça, il faut peut-être pas l'oublier. Jérémy, largement sur Francesco Farioli, son avenir, sa perception en Europe, comme le disait Alric, et puis ses désirs de rester éventuellement, enfin de le voir rester à l'OGC Nice. Alors moi, je suis plutôt pour le fait qu'il reste, malgré le fait que, évidemment, on n'a pas eu une saison dans le jeu qui était incroyable, et il y a pas mal de choses sur lesquelles je suis pas forcément en accord avec Francesco Farioli, notamment les changements qu'il a opérés au cours de la saison. Après, par contre, je pense que ça serait quand même bien de continuer avec lui, étant donné que pour sa première saison, on est quand même à 4 journées de la fin et on parle de se qualifier pour une des 3 Coupes d'Europe. Il a le droit de faire des erreurs, il a le droit de faire des erreurs tout court, et puis il a le droit aussi surtout de faire des erreurs, étant donné que c'est quand même sa première saison en tant qu'entraîneur dans un des 5 grands championnats européens. Je trouve qu'au final, il s'en sort pas si mal. Il y a eu des moments où ça s'est moins bien passé, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt réussi. Après, voilà. Je suis aussi pour la stabilité, parce que là, toutes les saisons, on change d'entraîneur, on change tout. Il risque d'y avoir une grosse vague dans l'effectif également. Voilà, donc déjà, il y aura une grosse vague dans l'effectif sûrement. Donc encore une fois, on repart sur quelque chose de différent. Donc moi, ça me fatigue un peu de tout le temps tout changer. C'est bien à un moment donné d'avoir un peu de stabilité. Je pense qu'il va progresser lui aussi sur ce qu'il a moins bien fait cette année.
j'ai plutôt confiance en lui sur cet aspect-là. Qui Donc faut qu'il moi, progresse sur sa clairement, communication par contre. Hein. Excuse-moi, clairement, mais- je suis quand même beaucoup plus, enfin, je suis quand même plutôt vraiment pour le fait qu'il puisse rester au moins une seconde saison pour voir s'il y a des améliorations ou pas, mais je suis plutôt pour la stabilité. Je pense qu'on a vu ces dernières saisons, on a essayé de changer à chaque fois, ça n'a pas forcément non plus super marché, donc pourquoi pas tenter d'être un peu plus stable. Eh bien, nous verrons. Nous verrons. On a bien compris que dans le cœur des supporters niçois et peut-être aussi dans dans les têtes pensantes Et du toi, t'en board, penses en quoi? tout cas. Ah merde, je me suis fait avoir. Moi, je vous dirais bien prime à la stabilité après dans le foot, même si je reste un romantique dans l'âme, et vous le savez, les résultats priment et voilà, je pense que c'est non négociable pour lui de rester s'il n'y a pas de Coupe d'Europe à la fin de à la fin de l'année. Maintenant, la Coupe d'Europe, c'est entre les pieds des joueurs sur les 2 prochaines rencontres, encore une fois face à Comment t'as Strasbourg. esquivé la question quand Et même. face à... Non, mais oui, bien sûr, je suis pour qu'il reste. Tout n'est pas parfait, ça me saoule les changements, le spectacle est chiant, tout ça et tout. Mais bon, déjà, l'année prochaine, il va peut-être avoir un effectif un peu plus à son image. Et puis, s'il termine entre 4e et 7e, je veux dire, on a maintenu Patrick Vieira dans des conditions bien pires. Donc, vous Voilà, me ça permettez. c'est une réponse. Ça me ferait quand même chier que Francesco Farioli, contre qui j'ai ni trop de pour ni trop de contre, alors qu'il nous emmène en Coupe d'Europe, lui n'ait pas le droit de la jouer l'année prochaine. Je trouve ça un peu dommage. Après, de toute façon, c'est sanctionné par l'extrême réalité du foot. La première, c'est les résultats. Donc, européen, c'est non négociable. Et 2, est-ce que tu peux avoir mieux? Si Carlo Ancelotti vient et te dit qu'il a toujours rêvé d'entraîner l'OGC Nice, bah bye bye Francesco. Maintenant, si c'est parce que tu as terminé 6e au lieu de 5e, t'es pas content, et tu fais venir Pep Genesio ou je sais pas qui, flemme. En réalité, vraiment flemme, même si je n'ai rien contre Pep, ce glorieux ancien au maillot Bobcats, pour les plus vieux que moi, Oui. d'ailleurs, au passage. Messieurs, prochaine émission, ça sera tout de suite après le match. Dimanche, cette fois, on ne se laissera pas distraire par la vie et par ses altermoiements et par la bière, voilà. Mais on n'est pas obligé de dire ça à l'antenne. Il y a des enfants peut-être qui nous écoutent, pas trop. Quand on voit les stats sur les différents réseaux, sur l'âge de nos auditeurs, et voilà, bienvenue les trentenaires et les quadras. Vous faites partie de la majorité. Prochaine émission face à Strasbourg. On espère fêter une qualification en Coupe d'Europe qui sera peut-être pas mathématique, mais tout proche. Et puis, un retour au stade face au Havre avec beaucoup de Niçois et d'anciens Niçois. Là-bas, on pense à Gauthier Lloris, à Mathieu Bonnemer, à Lucas Elsner. Évidemment, le reste, on verra plus tard. Mais déjà, on n'a pas perdu face à Marseille de la saison. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de retenir de ma semaine, très honnêtement. Messieurs, à très vite. Merci beaucoup. Et Issa Nissa. Et ça, Nissa. C'est Nissa.